Beata dulcedo spes. Douceur infinie, viens et sauve. Viens et enveloppe la vie, le linge, le salon et le fourneau. Enveloppe l'attente de ta douce haleine. Protège le cierge, allume l'allumette, concentre l'air, abrite la flamme du cierge du souffle du vent jusqu'à son arrivée. Étouffe le bruit. Protège le bruit de la colère des locataires jusqu'à ce qu'il sonne. Cache-toi, fais-toi invisible, accroupis-toi. Vita advocata, Mère suprême, ma reine, ne me délaisse pas, ne me désespère pas, ne me tire pas de mon refuge. Qu'attends-tu? Ouvre tes ailes et protège dès à présent. Protège à la seconde même. Protège sans arrêt, sans répit, sans défaillance. Protège depuis aujourd'hui, depuis hier, depuis 2 heures de l'après-midi, depuis 10 heures du soir, depuis 5 heures. Protège au-dessous, protège au-dessus, protège après, protège en cet instant, dans 2 minutes, d'ici à 2 heures. Protège le soir, et nunc, et sempre, et demain, et seculorum, comme maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Protège-la bien. Protège-la, elle et son mari. Protège le mari de la concierge jusqu'à 7 heures, car il travaille à l'atelier jusqu'à 5 heures, bien que l'atelier ferme seulement à 7 heures, parfois à 10 heures, quelquefois pas du tout. Et beaucoup travaillent tard et jusque dans la nuit. Le mari de la concierge, lui, s'en va toujours à 5 heures. À 5 heures moins le quart, il range sa serviette et sa gamelle dans sa sacoche et part. Mais il n'arrive qu'à 7 heures. Bien sûr qu'il a besoin d'être protégé avant, après et pendant, car dans un atelier de mécanique, on est toujours en danger. Un danger énorme, car il faut se coucher tout entier sous des voitures et des pièces glissantes, tout le corps par terre, la tête sous les moteurs, les yeux sous les leviers le plus dangereux, se vautrer dans de grandes taches d'huile qui le salissent et l'imprègnent de l'odeur de l'atelier. Il a raison de ne pas continuer au-delà de 5 heures, à cause du danger. Mais il devrait rentrer à la maison tout de suite, travailler à la cage des pigeons, feuilleter une revue ou regarder une série à la télé ou somnoler tout bonnement sur le canapé de l'entrée qu'elle a transformé en salle de séjour et qu'elle appelle le salon. Là, il pourrait très bien faire un petit somme avant le dîner et il ne serait pas en danger. Mais non. Entre 5 et 7 heures, le mari préfère passer par des endroits que la concierge n'ose même pas nommer et il en sort avec les yeux brillants d'un éclat vitreux. Comme si les yeux du mari reflétaient le récipient et pas le vin. D'ailleurs, le mari de la concierge a le vin vertical, car plus il écluse, plus ses jambes se raidissent, de même que son échine et tout son corps, ce qui, en principe, ne devrait pas être un danger, mais en est un. Avec ses jambes raides, il peut très bien se cogner la tête contre un angle, se fracasser sur l'arête d'un trottoir, s'écorcher un bras, se heurter contre une voiture et se faire écraser. Mieux vaudrait qu'il soit tout titubant comme les autres. À imaginer le visage de son mari sous une roue qui avance, la concierge est prise d'une angoisse vespérale. Elle invoque donc la reine pour qu'elle lui ôte cette angoisse et protège son mari avant de la protéger, elle et sa maison, de protéger le trajet, la porte, la maison, jusqu'à son arrivée à 7 heures du soir et après. Mais certains soirs, le mari n'arrive ni à 7 heures, ni à 8 heures, ni à 9 heures. Et s'il n'est pas là à 10 heures, elle sait qu'il ne rentrera qu'à l'aube.
Voilà pourquoi l'heure critique dans la vie de la concierge se situe entre 5 et 7 heures. C'est dans ces minutes décisives du soir que se détermine le jour et la nuit de la concierge. À 5 heures moins 5, la concierge allume le cierge, joint les mains et implore qu'il revienne avant le dîner. Quel tracas s'il rentre seulement à l'aube. Déjà, elle l'entend sonner en bas, puis monter, ouvrir laborieusement la porte de l'ascenseur, en sortir lentement, le pied raide. Ensuite, la clé tombe près de la porte. Elle le sent la ramasser. Il doit être en train de l'agiter. Puis il l'introduit dans la serrure, la fait tourner, la relâche, la sort. Il est dans l'appartement et l'appartement s'emplit de son haleine jusqu'au lavabo et aux fenêtres. Il se cogne contre le canapé dans le petit salon et appelle « Lucia ! Lucia !» Et l'appel traverse les murs du petit appartement au 10e étage, contigu aux cheminées et aux antennes, aux gouttières pour la pluie. Et il se propage à l'intérieur de tout l'immeuble et jusqu'à la terrasse où, en fait, la concierge est déjà réfugiée derrière les cages et protégée par la main invisible de la reine. Le cœur battant. Seigneur, Seigneur. La concierge tapit derrière le pigeonnier clandestin sur la terrasse. Avant l'aube, il bat le cœur affolé de la concierge. Seigneur, reine, venez sauver la concierge, sauvez-la à l'aube. Sauvez-la blottie sur le trône du pigeonnier, la tête sous les étoffes, tout en haut de son univers. En haut du grand univers de l'aurore. Sauvez-la de cet univers, conduisez-la vers l'obscurité. Traitez-la avec douceur tandis qu'elle se cache. Mater misericordiae. Ouvre les ailes, étouffe le bruit du cœur de la concierge. Éteint de la vue du mari la lumière qui pourrait éclairer le coin sombre où la concierge est tapie. Le mari passe à côté du pigeonnier. Il marche très raide, les mains tendues, palpant ce qu'il ne voit pas. Il ne la voit pas et ne la touche pas. Il passe et disparaît. Quelque chose en lui appelle très fort, crie, la cherche. Et l'aurore muette resplendit d'une lumière ténue et douce, tout en haut des immeubles. D'ailleurs, la concierge aussi est prise d'une immense douceur. Et c'est d'une voix très douce qu'à la tombée de la nuit, la concierge appelle la reine de la fenêtre. Elle chante comme chante le père Romao pour toucher le cœur du Seigneur à travers la reine, pour le salut du monde. Mais elle ne chante pas tout haut comme le père Romao, qui dirige la voix du cœur avec ses mains, au contraire. Elle chante tout bas. Parfois, à la fenêtre, elle remue seulement les lèvres pour ne pas attirer la colère des locataires. Bien qu'elle sache qu'elle atteindrait mieux l'oreille de la reine si elle chantait à haute voix, mais non. La concierge accepte que sa supplique soit chantée tout bas. L'immeuble est haut et le bruit de la rue intense. Pourtant, un message arrive aussitôt demandant à la concierge de ne pas chanter sur la terrasse. Il y a toujours quelqu'un qui veut dormir profondément ou se concentrer sur une affaire. Il y a un aviateur qui a du sommeil en retard et qui veut le rattraper. Un médecin qui la nuit précédente a été de garde sur 2 longs couloirs d'hôpital. 2 avocats qui se débattent avec cette cervelle des avocats perpétuellement en activité entre la loi et l'infraction, toujours aux aguets. Elle se contente de remuer les lèvres. Regina misericordiae. Au 9e étage, un nouveau-né à la diarrhée. Au 8e, un vieillard vient d'être opéré, des gens qui veulent le silence. Un silence absolu, sitôt 10 heures sonnées.
elle ne va pas à cause de ses propres problèmes. Déranger tant de gens qui ouvriraient instantanément leurs fenêtres pour protester contre l'appel de la concierge invoquant les draperies de la reine. Douce, dulcedo. Bien qu'elle devrait le faire dès le moment où, dans l'atelier de mécanique, son mari commence à ranger sa gamelle dans sa sacoche, 15 minutes avant 5 heures. Si elle ne le fait pas, c'est par respect et détermination. Mais il y a des jours où tous ces gens qui ont tellement besoin de dormir et de veiller en paix semblent s'être entendus et concertés, sans jamais s'être mis d'accord ni vus, ni avoir eu besoin de se reconnaître. La concierge, je ne peux pas l'oublier. D'abord, ça a été l'avocat du 5e étage, qui a faim d'avoir perdu un reçu et qui l'a appelée pour lui dire que si elle voulait se séparer de son mari, il s'occuperait lui-même de la paperasse de la séparation. Reçu à la main, il a expliqué que c'était juste une question de papier, puis il a plié le reçu pour montrer combien un papier pliait facilement sous le poids de la loi. Il suffisait de quelques témoins, mais selon l'avocat du 5e, à chaque étage de l'immeuble, il y avait bien 2 personnes disposées à témoigner en faveur de la concierge et de la loi. Le médecin aussi. Le médecin du 2e étage l'a croisé comme par hasard et lui a dit, sans la moindre entrée en matière, qu'il lui ferait tous les certificats dont elle aurait besoin pour le tribunal, confirmant ainsi l'idée qu'en effet, tout était une question de papier. Il tenait la poignée d'une serviette, mais c'était comme si lui aussi avait un reçu à la main et le pliait devant la concierge. Le médecin du 2e étage était à la disposition de la concierge. Mais c'est encore l'assistante sociale du 3e étage qui a été la plus explicite ce jour-là. Elle l'a fait venir pour lui parler de droit avec la véhémence qu'on manifeste d'habitude pour parler de devoir. Tout cela avec brusquerie, entre 2 portes. Alors la concierge a compris qu'ils s'étaient tous ligués contre son homme, et ce jour-là, elle a perdu sa douceur. Elle a perdu sa douceur parce qu'un homme est un homme. Spes te, spes nostra, ad te clamamus, Rex Jesus, benedictus fructus ventris tui nobis post hoc exilium ostende, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un homme est un homme et un sacrement est encore plus qu'un homme. Car il ne s'agit pas d'une fusion entre 2 êtres, et pas un atome ne s'en perd sur terre. Oh, vita dulcedo. Avec un saut entre 2 portes, à cette heure du jour, la concierge a perdu sa douceur, sans qu'il y paraisse, précisément parce qu'elle était douce. Elle était douce. Et assise sur le lit devant le cierge pas encore allumé, elle se prit à penser que les habitants de cet immeuble dont elle était la concierge étendaient devant elle un tapis de noire désolation et de solitude. Elle réfléchit que, sans parler du sacrement, une vie de concierge serait bien triste sans un mari revenant de l'atelier de mécanique avec son bleu de travail à laver. Qui houspillerait-elle? Pour qui irait-elle chez le boucher? De qui parlerait-elle en allant faire les commissions? Pour qui demanderait-elle une protection en chantant à la fenêtre « Salve Regina » ? À qui appartiendrait-elle le dimanche venu, quand toutes les femmes sortaient avec leur homme et qu'elle n'aurait plus le sien? La vie lui sembla complètement absurde.
comme si tous s'étaient alliés pour lui arracher la moitié du corps. Si, à peine sortie de l'enfance, elle se cherchait déjà un homme, c'était bien parce que la moitié d'elle-même se trouvait dans cet homme depuis toujours, de par la volonté de quelque chose que le sacrement avait ennobli au moyen d'une cérémonie. Ce genre de conseil, pensait la concierge, assise sur le lit, devant le cierge éteint. Quelle triste idée que celle de l'assistante sociale déclarant qu'une femme est un être complet. Devant le cierge. Et qui visserait les ampoules au plafond? Qui aurait assez de force pour déplacer les meubles? Qui effraierait les voleurs de voitures en tirant 2 coups en l'air du haut de la terrasse? Qui démonterait le lit, pousserait le réfrigérateur, réparerait la voiture en cas de panne, engueulerait de sa voix grave le serveur quand ils iraient manger les bigorneaux au bord de la mer? Qui affronterait les policiers quand ils arrêtaient les voitures sur la route? Qui comprendrait, qui conduirait, comprendrait quelque chose au carburateur? Qui? Quel rôle nécessaire? Quelle personne indispensable dans la vie de la concierge? Sans parler du sacrement. De plus, son homme avait bon caractère. D'abord, parce que, quand il n'était pas en pris de boisson, jamais il n'avait voulu frapper et tuer, comme tant d'autres. Ensuite, parce qu'elle pouvait toujours le disputer, il ne répondait jamais comme tant d'autres. Et l'argent, elle avait beaucoup de chance avec l'argent. Elle était le coffre de tout l'argent, sauf de celui qu'il dépensait quand il traînait par là. Et comme malheureusement celui-là, elle n'en voyait jamais la couleur, elle ne pouvait pas le mettre de côté. D'ailleurs, elle le cachait dans des endroits inconnus de lui, et il ne demandait pas où, et ne voulait même pas le voir. Contrairement à lui, combien ne confiaient pas la moindre pièce de monnaie, même fausse, à leur femme, ce qui n'était pas le cas de son mari. C'est elle qui l'habillait, qui décidait quoi faire à manger. Elle qui lui demandait d'enfoncer des clous, d'aller chercher les pigeons, de les nourrir. Et lui filait tout. Les locataires, eux, ne voyaient pas tout ça. Et elle pouvait faire ses dévotions comme elle l'entendait. Combien dans cette paroisse laissaient leurs femmes faire ses dévotions? Il y en avait même qui se méfiaient du père Romao, qui allait espionner et qui défendait même à leurs femmes de chanter dans le chœur, qui la persécutaient comme au temps des Romains et des catacombes. Eh bien, le mari de la concierge, lui, ne s'était jamais conduit comme ça. Les allées et venues de sa femme ne le tracassaient pas du tout. Il continuait à asséner de grands coups de marteau sur les planches. Il fabriquait des cages, raclait les déjections des pigeons sur la terrasse. Alors, qu'est-ce que ça pouvait faire qu'il revienne avec des yeux plus brillants et que de temps en temps il appelle comme ça « Lucia! Lucia !» en clamant son nom et en la pourchassant. Il y avait juste ce moment où il criait dans la salle de la télévision et où il se lançait à sa recherche sur la terrasse. En tout, 15 minutes de boucan. Ensuite, il rentrait dans l'appartement et s'écroulait par terre, jambes écartées, ramollies, et il s'endormait au beau milieu de la pièce où elle revenait. Il fallait donc demander une protection pour la maison de la concierge. Demander que disparaisse de cet appartement la laine, l'air, l'alcool, le souffle des poumons, le ronflement rauque de l'homme écroulé par terre. Il faudrait qu'elle allume le cierge l'après-midi, qu'elle remue les lèvres. Acte suspiramus, gementes et flantes, advocata nostra, ergo misericordes oculaos ad nos converti. Elle implore.
elle va implorer. Et la reine s'élève, se pose, descend sur la maison. Chaque jour, elle est une victoire du ciel sur la terre, de la spiritualité sur le monde. La concierge le sait. Jamais elle n'entreprendra une démarche pour se séparer de son mari. Pensant à cela, elle en vient à éprouver un sentiment fort peu chrétien. Elle a envie de cracher sur le complot de tous ces gens. Comme ils ont dû jaser sur sa vie pour être allés aussi loin, clabauder sur elle qui ne s'occupe jamais des affaires des autres. Et par-dessus le marché, il lui avait parlé comme s'il lui faisait une faveur ou une bonne surprise. Non. En réalité, il ne voulait pas aider la concierge. Cette impression devant le cierge est si vive, si fulgurante, qu'elle en éprouve un courage tout neuf. C'est comme si soudain, elle sentait en elle une force surhumaine venir des tréfonds d'elle-même. Elle n'a même plus besoin du secours de la reine. Elle est assise et attend. Elle restera ainsi, forte, seule, attendant que sonnent 5 heures, 6 heures, 7 heures, attendant que sonnent 8 heures et 9 heures, ici même. Elle ne s'enfuira pas sur la terrasse. Elle ne permettra pas que quiconque entende ses pas. Elle ne courra pas devant les braillements de son mari. « Lucia! Lucia !» s'écrie qu'il pousse, ameutant tout l'immeuble. Elle se tiendra près de la porte et il n'aura pas besoin de l'appeler, car il l'apercevra avant tout autre objet dans l'appartement. Dès qu'il entrera, il la verra. À droite, silencieuse, elle le calmera. Et elle se dépêchera de se déchausser afin que ses pas soient étouffés. Elle le soutiendra dans sa chute afin qu'il atterrisse sur le canapé et pas par terre. À mi-voix, elle l'apaisera, le bercera, l'assistera, le retiendra près d'elle, lui massera les jambes, lui frictionnera les mains. Et ainsi, quelle que soit l'heure de son retour, elle connaîtra une sorte de paix. Quand il arrivera, personne ne l'entendra, personne ne remontera les stores vénitiens, plus personne ne se mêlera de ses affaires. Quel changement! Elle s'endort presque en pensant à ce doux changement. S'il revient à l'aube, même s'il fait déjà jour, elle lui dira « Ah, on a tant voulu nous séparer. J'en tremble encore, mon mari. » Ainsi, elle peut se permettre de s'endormir sur le canapé du salon, même sans la reine, comme la nuit passe vite quand on a de bonnes pensées. Comme le sommeil de la concierge s'envole vite lui aussi. Toutes les pendules sont sûrement détraquées car le temps a passé sans qu'on s'en aperçoive. Déjà son mari vient. C'est confirmé. Il a sonné en bas. Maintenant, il monte. Il tourne la clé. Déjà, il tombe. Il tâtonne. Il ouvre la porte et déjà, elle est debout. Mon mari, exactement comme elle avait imaginé, il paraît stupéfait de la voir. Immobile entre les portes, il la regarde, les yeux grands ouverts. Mon mari, il pénètre dans l'appartement et s'assoit lentement sur le canapé. Sans dire Lucia, les yeux extraordinairement ouverts. Vite, elle lui ôte ses souliers, lui frictionne les mains, lui masse les jambes. Son mari semble vivre la plus grande surprise alcoolique de sa vie. Affalé, inerte, il se laisse malaxer, déplacer et mener, stupéfait, les yeux éblouis. Il lève les bras lui-même pour que la concierge le déshabille. Tout cela sans bruit, sans ce cri « Lucia,
le long des murs de l'immeuble, sans traîner le moindre soulier, sans heurter le moindre meuble. Regardez comme il se tourne, comme ses cheveux courts d'homme lui retombent sur le front, comme la lèvre violette du mari est belle, silencieuse. Elle n'est plus qu'haleine. La concierge aime bien son haleine faite d'huile et d'alcool. Regardez-le prendre sa veste, s'asseoir sur le lit sans faire de bruit, fouiller dans ses poches. Même la clé qui tombe ne fait pas de bruit, comme dans une scène lointaine vue de près, dont le son aurait été coupé. Regardez comme il allume son briquet, comme ses yeux brillent sans bruit sous la flamme. Sans bruit, il se passe la langue sur les lèvres, sous la flamme, le mari de la concierge. Elle non plus ne dira mot. Elle demeurera muette durant la nuit, et les murs de son appartement, eux aussi, seront muets, pour que jamais personne n'ose suggérer une vengeance forcée, une séparation calamiteuse, un divorce profane. Mater misericordia, advocata nostra. Même s'il approche le briquet de son visage et le lui passe sur ses cheveux, elle s'écartera du briquet, car les gens ne l'impressionnent pas. En fait, tous les locataires, médecins, avocats, vieillards, nouveau-nés, aviateurs, assistantes sociales, travailleurs indépendants, salariés, patrons, bonnes, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ils ne l'ont pas ébranlé. Après tout, son mari ne voulait pas incendier ses cheveux. Il voulait juste allumer le cierge. Les yeux bien ouverts, sans bruit. Ô cierge, mater vita dulcedo, en silence, comme le veut la nuit, le cierge brûle. Il faut éteindre la lumière, laisser le cierge briller dans l'obscurité de la nuit. Lui aussi se sent attiré par l'éclat du cierge, bien droit, allumé. Il prend le cierge, place le cierge du Seigneur et de la Reine, tout près de la concierge. Il l'attire par ses vêtements. Il approche en silence le cierge de la chemise en nylon, le cierge qui brille. Il y met le feu. A-t-il mis le feu? Mis le feu à la chemise? Elle se retourne, sort du lit, se frotte contre le mur. Au début, le feu ne se propage pas, puis soudain, il se propage, il colle, il gagne les cheveux. Elle se roule par terre, sur le tapis du salon, près de la porte. Elle ouvre même la porte. Mater vita, ô douceur, ventris tu in nobis post hoc exilium ostende, ô clemens, ô pia, advocata, en silence. Dulcis Virgo Maria, la porte est ouverte à toute cette flamme. La flamme de la concierge descend par l'escalier de service. Elle court sans bruit jusqu'au 8e étage, au 7e, au 6e. La flamme de la concierge s'arrête seulement au 5e étage. C'est la porte de l'avocat du 5e. Sans bruit, elle reste devant la porte de l'avocat, des témoins et de la loi. La reine veut donc qu'elle reste là. La reine, accroupie au-dessus d'elle, au 5e, elle déployée au-dessus du 5e étage et le mari au 10e étage. Tient-il encore le cierge? Étends tes ailes, advocata, prends ton envol, emporte la concierge, conduis-la sur la civière, élève son regard vers le ciel, reine, éloigne-la à tout jamais du lit, du seau et du fourneau, éloigne-la des 10 étages de l'immeuble,
Éloigne-la maintenant, et nunc et sempre et séculos, des fenêtres ouvertes, remplies des silhouettes lilas et blanches des locataires, dans la fureur de cette dernière aube douce. Emmenez-la, reine et seigneur, avec vos 4 mains, avec vos 4 pieds. De cette lacrimarum vale ea ergo ad nos converti, emmenez-la sans bruit, sans sirène, sans coup de sifflet, sans chemise, sans cheveux, sans peau. Post ox exilium ostende.